Eh bien, bonjour. Je me présente, Jean-François Lortie. Je vais être votre maître de cérémonie, si je peux me permettre, pour ce webinaire de cet avant-midi qui porte sur relever les 5 grands défis CRM grâce à l'intelligence d'affaires. D'entrée de jeu, j'aimerais présenter l'organisation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une firme qui se spécialise dans l'implantation de la solution Microsoft Dynamics CRM. Donc, notre focus, c'est vraiment l'implantation de solutions CRM sur la plateforme Microsoft Dynamics 365 CRM. On est le plus gros partenaire canadien dans l'implantation de cette solution. Solution qui couvre différents domaines. Pour ceux qui connaissent moins, alors c'est sûr que CRM, on relie ça aux ventes, gestion de toute la base clientèle, gestion des opportunités de vente, mais c'est aussi beaucoup plus. C'est aussi la gestion du marketing, marketing automation, tout ce qui touche aussi la gestion de projets, la gestion de services à la clientèle, gestion de services après-vente, des techniciens sur la route et toute la gestion des garanties, entretien préventif, équipement. C'est le domaine dans lequel on se spécialise, encore une fois, sur la plateforme Microsoft Dynamics 365. Ça fait maintenant 10 ans que nous sommes en affaires. Et pour ceux qui nous connaissent, parce que parmi l'audience, il y a des clients à nous, alors bien, on continue de grandir. On est aujourd'hui 38 personnes à assister nos clients dans l'implantation de leur solution CRM et l'évolution de leur CRM. Pour la présentation d'aujourd'hui, qui porte sur l'intelligence d'affaires, il y a Joël Gagnon, qui est un de nos conseillers BI. Joël a une formation de CPA-CMA, cumule plusieurs années d'expérience en entreprise, expérience portant sur tout ce qui touche la décision stratégique, gestion d'informations financières. Il a travaillé dans différentes grandes organisations comme le Cirque du Soleil, Bombardier Aéronautique, Tembec Industries, et il assiste aujourd'hui nos clients à les aider à monter des tableaux de bord pour la prise de décision, tableaux de bord qui peuvent pointer sur, entre autres, l'application Microsoft Dynamics CRM, mais aussi sur des applications externes pour amener justement de la valeur et des outils d'aide justement à la prise de décision. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Joël et bonne présentation. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne présentation. Dans un premier temps, je vais définir qu'est-ce qu'est l'intelligence d'affaires dans ce que nous, on est en train, dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il y a plusieurs définitions qui sont toutes un peu similaires qui existent, mais ma préférée provient de Forrester, qui, leur définition va un peu comme suit, c'est ma traduction libre. L'intelligence d'affaires, ce sont les outils et les pratiques qui transforment les données en action. Alors c'est ça, on voit l'intelligence, Microsoft a produit dans le cadre d'une formation, le petit tableau qu'on voit plus bas, qui nous présente l'évolution de l'intelligence d'affaires dans le cadre de Microsoft Dynamics. On présente Microsoft Dynamics ici parce que c'est l'ADN de notre compagnie, mais cette évolution-là pourrait être vue dans, si on utilise Salesforce ou si on utilise d'autres CRM. Donc, dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est avant 2011, si on voulait faire de l'intelligence d'affaires, la bonne manière de faire avant 2011 était d'exporter nos données dans Excel, de les manipuler là, puis de faire notre rapport dans Excel. Ou sinon, il y avait toujours moyen de demander à un programmeur de configurer des rapports SSRS. Donc, ça, c'était avant 2011. Ce qu'on va voir par la suite, c'est que ça va très rapidement, les outils vont se sophistiquer et devenir de plus en plus sophistiqués. Donc, en 2011, c'est là qu'on voit arriver des charts puis des dashboards à l'intérieur du CRM. Ça permet à l'utilisateur de faire lui-même ses graphiques sans demander un programmeur. En 2015, c'est là qu'on voit apparaître Power BI. Je présente Power BI ici, encore une fois, c'est parce que c'est une slide qui provient de Microsoft, mais ça aurait pu, Tableau aussi, il y a eu des grandes avancées dans ces années-là, puis il y a Click, ou il y en a toutes les autres. Une présentation va être générale. L'exemple ici, c'est Power BI. Alors, là où on ne se rendra pas, c'est en 2018. En 2018, il y a ce qu'on voit entre autres l'intégration Azure. Ça, c'est l'intégration vers des services d'intelligence artificielle. Ça fera peut-être l'objet d'un futur webinaire, mais pour aujourd'hui, on va arrêter en 2015 l'arrivée de Power BI.
Alors, les 5 grands défis CRM relevés par l'intelligence d'affaires. Alors, cette liste-là provient d'un sondage effectué par Forrester où il posait la question à plus de 300 propriétaires de CRM, quels sont vos plus grands défis? Alors, il y avait une liste de 14 qui a été ressortie, et ceux qu'on est capable de relever avec l'intelligence d'affaires sont les suivants. Utiliser la seule version de la vérité, c'est un enjeu dans 47% des CRM. Prendre des décisions basées sur des faits, c'est 42% des CRM. Améliorer l'expérience client, un enjeu dans 38% des CRM. Mesurer les résultats, un CRM sur 3 a cet enjeu-là. Et finalement, améliorer l'adoption du CRM, un CRM sur 5 a cet enjeu-là. Donc, c'est ça. Fait qu'on vous pose la question, avez-vous déjà rencontré ces défis? Est-ce que vous avez d'autres défis? On vous invite à nous le faire savoir dans la boîte de questions qui est située dans le GoToWebinar. Pour le reste de la présentation, ce qu'on va faire, c'est surtout passer au travers de chacun de ces défis-là. On va décrire qu'est-ce que c'est, on va se mettre en contexte, puis on va donner des exemples. On va finir par une démonstration. Alors, sans plus tarder, on passe au premier défi. Le premier défi, utiliser une seule version de la vérité. On a vu que c'est un enjeu pour presque la moitié des CRM. Je vais mettre en contexte par une petite histoire vécue personnellement. En 2006, je commençais ma carrière. Sylvie Desjardins était ma première vice-présidente finance chez Bombardier Aéronautique. C'est là où je travaillais. On l'aimait bien, mais ce qui était marquant avec elle, c'est qu'elle conservait un bat de baseball rouge en plastique à côté de son bureau. Fait que le bat servait surtout à rappeler à ses employés, moi, entre autres, de l'importance d'utiliser une seule version de la vérité, dans le sens d'utiliser la bonne et souvent d'utiliser la sienne. Dans tous les cas, Excel est toujours omniprésent pour créer des rapports dans de nombreuses organisations. Cet outil-là est extrêmement flexible, mais il est très coûteux en temps, en effort, puis ça manque beaucoup de robustesse. Fait que pour créer un rapport, on se fie à l'analyste pour identifier les bonnes sources d'informations, on se fie à lui pour interpréter les données correctement, pour faire les bons calculs sans erreur, puis de faire la mise en page. Au final, lorsqu'un exécutif comme Sylvie demandait le même rapport à 2 personnes différentes, elle avait généralement deux rapports différents qui lui étaient présentés. Fait que c'est comme 2 versions de la vérité. Sylvie, elle disait avoir un niveau de confiance de 30% vers les rapports qu'on lui présentait. Puis pour les autres 70%, ben, elle avait son bat de baseball. Alors, c'était mon histoire personnelle et une mise en contexte. Ici, on voit le logo de Power BI. Ça aurait pu être un autre comme clic ou tableau. C'est juste celui qu'on utilise. C'est pour ça qu'il est là. Il est possible de relever le défi d'utiliser une seule version de la vérité en utilisant un bon outil d'intelligence d'affaires. Dans un outil d'intelligence d'affaires moderne comme Power BI ou les autres qu'on va voir un peu plus tard, il y a un effort qui doit être fait à l'avance pour identifier les bonnes sources d'informations puis définir la bonne manière de calculer les indicateurs de performance. Si le rapport nécessite les ventes nettes, ben, on a juste à aller dans le modèle de données, ajouter le champ vente nette dans le rapport, puis bon, il est possible de voir c'est documenté, qu'est-ce qui est inclus dedans. Donc, ça élimine la confusion de ce côté-là. Si le rapport a besoin du mois fiscal, alors on a juste à ajouter le champ du mois fiscal et ainsi de suite. Une fois qu'on a créé le rapport, la mise à jour des données, les calculs, les partages de rapports sont automatisés. Fait que le risque d'erreur diminue beaucoup, puis les rapports présentent une seule version de la vérité. Donc, c'est notre manière de voir ça. On a 2 exemples pour vous qui aident à utiliser une seule version de la vérité. C'est beaucoup de 2 équipes qui vont utiliser les mêmes données. Dans le cas du marketing, on a l'exemple que j'ai en tête, c'est pour une compagnie d'assurance. L'équipe de marketing veut baser la prochaine campagne publicitaire sur les produits sous-performants du pipeline d'opportunités. Alors, l'équipe de marketing joue avec ces données, l'équipe des ventes joue avec leurs données, et on va utiliser les mêmes pour tout le monde afin d'utiliser une seule version. Ce qu'on voit dans le tableau ici, c'est le pipeline d'opportunités. On a réparti les opportunités, donc ce qu'on espère vendre dans le futur par mois. On a divisé par catégorie, donc assurance vie, assurance entreprise, assurance auto, assurance maison. Ce qu'on voit rapidement, c'est que l'assurance maison, dans l'assurance maison, en date de maintenant, ça représente 19%
de nos opportunités. Puis rendu au mois d'octobre, ça représente 8% des opportunités. C'est comme un secteur qui semble sous-performer. Donc, on peut baser notre prochaine campagne publicitaire sur ce secteur. Le deuxième graphique que je voulais vous présenter à droite, c'est pour les ventes. L'exemple que j'ai en tête, c'est une firme de services conseil. Ce que cette firme de services conseil-là, c'est planifier ses ressources en se basant sur les besoins des projets courants et sur le pipeline d'opportunités. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la personne qui va regarder le rapport ici va être les opérations, parce que les autres, c'est eux autres qui veulent planifier leurs ressources. Ils vont se baser sur les opportunités qui sont dans le CRM. Et ils vont se baser aussi sur la planification des projets courants qui est peut-être dans le CRM, c'est possible de faire cela, mais c'est peut-être aussi dans le ERP. Donc, juste pour bien décrire le graphique, ce qu'on voit, c'est les facturations futures qui s'en viennent. Fait qu'on voit juillet ou septembre, avec les mois avancent. Le hard booking, ça correspond aux contrats, aux projets qui sont déjà en cours. Alors, il y a déjà des ressources d'assigner à ces contrats-là. Le soft booking, ça correspond le sourcing correspond aux contrats qui sont sur le point d'être signés. Donc, on commence déjà à planifier les ressources et finalement, les opportunités correspondent à ce qu'il n'y a aucune ressource de planifier, mais on sait que les chances sont fortes qu'on voit d'en signer quelques-unes là-dedans. Donc, on les présente en même temps. En utilisant ça, ce que ça fait, c'est les gens en opération peuvent voir savoir à quoi s'attendre. Les gens de vente, eux autres, peuvent fournir un forecast à l'équipe de finance parce qu'on sait pas mal qu'est-ce qui va être facturé. On a une idée très bonne de ce qui va être facturé dans le futur. Alors voilà, c'était pour le défi numéro 1. Pour le défi numéro 2, prendre des décisions basées sur des faits. Je raconte une histoire vraie. C'est l'histoire de Janice Walt, qui est une championne du monde au tir à l'arc. Cette dame est aussi aveugle. Fait qu'elle performe dans des ligues paralympiques. Je vous invite à aller voir son histoire sur son blog qui s'appelle seenolimits.org. Donc, c'est quand même intéressant de voir son cheminement. En tous les cas, la façon dont Janice prend ses décisions va ressembler souvent à la façon dont on prend les décisions d'entreprise. On doit se fier à notre instinct pour décider d'une action parce que toutes les informations importantes ne sont pas disponibles. Dans le cas de Janice, sa décision, c'est de tirer vers la cible. Et l'information manquante, mais c'est de voir la cible. Fait qu'en entreprise, on va se fier à notre instinct aussi. Un exemple, si on se rapporte à l'intelligence d'affaires, un des exemples qui me vient en tête sont les états financiers. Ce sont souvent les seuls rapports formels qui sont produits dans une organisation. Puis ces rapports sont extrêmement importants pour les CEO, pour le CFO. Les exécutifs de vente que j'ai côtoyés dans ma carrière les trouvaient généralement pas très utiles. L'information arrive toujours trop tard pour réagir, souvent plusieurs semaines trop tard. Les rapports mettent l'emphase sur le passé et les perspectives sont essentiellement financières. Donc, un exécutif de vente et de marketing qui veut prendre une décision pour son équipe peut difficilement se baser sur ces rapports-là. Les outils d'intelligence d'affaires modernes vont faciliter la prise de décision. Par exemple, ils permettent de mettre à jour l'information dans les rapports sur une base journalière, ce qui n'est pas très tardif. Puis, ça facilite de mettre l'emphase sur les projections et sur le futur. Il y a un langage de programmation qui est à la fois simple et très puissant, que ce soit le DAX ou le M. On peut finalement rassembler les données de toutes sortes afin d'avoir une perspective complète. Donc, c'est pas juste du financier. On a 2 exemples à vous présenter pour ça qui sont très intéressants. Le premier, c'est un exemple de marketing. J'avais en tête un manufacturier de produits industriels qui veut prioriser les prospects. On va le faire en scorant leurs activités. Donc, une activité, qu'est-ce que c'est? Ça va être une visite sur un site web, ça va être la présence à un webinaire, ça va être la personne qui vient en magasin puis ça peut être une personne qui vient en magasin puis qui paie, ça peut être un appel téléphonique, un courriel. Donc, chacune des activités, on est capable d'associer un point à chacune de ces activités-là. Puis une fois summarisé, mais ça peut donner le graphique qu'on voit là. Ce qu'il y a à en retenir pour prendre une décision, si le manufacturier voulait appeler une personne dans sa journée pour valider s'il y a une opportunité, on voit que Lucky Mineral a 118 points, ce qui est plus que tous les autres. Ça serait probablement lui qu'on recommanderait. Donc, ça aurait été une prise de décision basée sur ces faits, sur les activités réalisées. Si on regarde à droite,
l'exemple qu'on a pour les ventes en transformation alimentaire, le client, le CMO voulait prioriser les efforts de ses vendeurs en se basant sur l'état de santé de son pipeline d'opportunités. Alors, je vous explique le graphique dans un premier temps. Ce qu'on voit ici, c'est une photo à chaque semaine du pipeline d'opportunités. Puis on voit que le 10 juin, on était un petit peu moins que 10 millions d'opportunités dans le pipeline. On voit que le 15 juillet, on est presque à 10 millions encore une fois. Ce qu'on voit par contre, c'est que la composition du pipeline d'opportunités a évolué avec le temps. Donc au début, le 10 juin, on voit que il y avait autant d'opportunités de type dans les phases développement, qualification et prospect qu'il y en avait dans les phases fermeture, preuve de concept et solution. Alors que le 15 juillet, on voit qu'il y a presque plus d'opportunités dans les phases développement, qualification et prospect. Ça a évolué, c'est comme ça. Dans tous les cas, le CMO qui voit ça, et ces ventes à court terme qui sont dans les phases fermeture, preuve de concept et solution, vont lui sembler probablement sécures. Donc, ça va bien de ce côté-là. Ces ventes à moyen terme, eux autres, vont être moins certaines parce qu'il y a peu d'opportunités en développement, qualification et prospect. Donc, un CMO pourrait dire à son équipe, passez plus de temps en développement, en qualification, parce que je veux que mes ventes à moyen terme soient bonnes. Donc, encore une fois, un exemple de prise de décision basé sur des faits. Le défi numéro 3, améliorer l'expérience client. Alors, la photo qu'on voit ici, je l'ai prise personnellement lors d'un de mes voyages en Inde. Ce poteau électrique-là, c'est une belle métaphore de l'expérience que vivent certains clients, malgré la présence de CRM dans les organisations. Premièrement, l'expérience client n'est pas toujours systématisée, puis plusieurs clients sont traités en exception. Sur la photo, on voit que certains clients se sont connectés eux-mêmes au réseau, alors c'est une joyeuse forme d'exception. Deuxièmement, les rôles et responsabilités ne sont pas toujours clairs dans les organisations, dans le sens qui attrape le prospect, qui contacte le prospect. Est-ce que c'est marketing parce que c'est eux qui l'ont trouvé? Est-ce que c'est vente parce que c'est un peu ça leur travail? Ou est-ce que c'est le support parce que c'est un client actuel puis il les côtoie tous les jours? Donc, des fois, c'est pas toujours clair. Dans tout le cas, sur la photo, il n'y a plus personne qui veut monter sur le poteau parce que personne n'est fou puis parce que personne ne veut pogner de choc, donc personne n'est vraiment responsable. Troisièmement, certains CRM mesurent peu ou pas l'expérience client. Quand j'étais en Inde puis que je vivais autour de ce poteau-là, la seule chose qui était quantifiable, c'était les pannes de courant. Dans tous les cas, les outils d'intelligence moderne, les outils d'intelligence d'affaires modernes peuvent aider à améliorer l'expérience client. Ils peuvent montrer visuellement l'expérience client désirée et identifier les clients qui sont en dehors de la norme. Ils peuvent clarifier les actions attendues auprès des clients, puis ils peuvent définir la manière de mesurer l'expérience client. On a deux exemples intéressants à vous montrer à ce sujet-là. Pour le marketing, on a un exemple ce qu'on avait en tête, c'est un exemple de commerce de détail. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'identifier les patterns de toutes les activités effectuées par le prospect qui peuvent déclencher une rétroaction. Dans le sens que on est capable de traquer, dans le cadre du CRM, toutes les visites du client sur le site web. C'est ce qu'on voit en orange. On est capable de voir les achats sur le site web. En octobre, novembre, on voit qu'il y a eu des achats qui ont été effectués. En voyant ce pattern-là, c'est là qu'on a décidé d'envoyer une infolettre en janvier. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a du rouge. Ça a probablement généré une visite en magasin et d'autres ventes. Donc, on est capable d'identifier des patterns et basé sur ces patterns-là, on peut faire des rétroactions clients. On peut catégoriser les clients pour dire, c'est quoi ce type de client-là? Identifier les patterns. Je voulais montrer aussi l'exemple de vente, comment améliorer l'expérience client pour une équipe de vente. Ce que j'ai en tête, c'est une équipe de fonds de placement qui veut minimiser le temps de réponse suite à l'identification d'un lead. Alors, le graphique qu'on voit en bas, c'est une quantité de jours que ça prend à chacun des mois pour chacun des représentants pour faire une rétroaction au client une fois que marketing leur a donné un lead. On voit qu'en généralement, ça tient 2, 3, 4 jours. C'est à peu près le temps que ça prend normalement pour répondre à un client pour chaque représentant. Il y a juste Nicolas, au mois de juin, qui lui a pris 9 jours pour faire une rétroaction. Alors, quand on voit ce graphique-là, un CMO pourrait se dire que c'est une belle opportunité
de rappeler c'est quoi les standards d'expérience client qu'on veut implanter dans l'organisation. Alors voilà pour le défi numéro 3. Le défi numéro 4, mesurer les résultats. Alors on voit que c'est un enjeu pour 34% dans 34% des CRM, ce qui est quand même pas mal. Je l'introduis comme suit. Le film La Haine, que vous avez peut-être déjà vu, bande de chanceux, plusieurs auront vu, de Mathieu Kassovitz m'a beaucoup marqué. Le film débute par le récit suivant. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Ça va bien. Pour se rassurer, à chaque étage, il se répète « Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien et jusqu'ici, tout va bien ». Vous aurez compris que l'homme qui tombe ne mesure pas vraiment la bonne chose parce que ce qui compte pour vrai dans son cas, c'est l'atterrissage. Dans tous les cas, on lui souhaite un bon succès. Tout ça introduit notre quatrième défi, mesurer les résultats. Fondamentalement, lorsqu'un exécutif va regarder un rapport, il va toujours se poser une variante de la même question. Est-ce que ça va bien? Les outils de rapport traditionnels comme Excel ou les rapports SSRS ont souvent de la difficulté à répondre à cette question parce que les délais pour les créer sont souvent longs et puis la maintenance va être coûteuse. C'est ça. Dans le deuxième temps, pour savoir si ça va bien, c'est important aussi de mettre les résultats en perspective. Par exemple, on veut comparer les données, on veut commencer les résultats du CRM avec le budget, mais les données du budget sont dans un autre système. On veut voir une tendance dans les résultats par rapport à l'an passé, par rapport à 2 ans, mais Excel n'est pas capable de gérer toutes les données historiques. Finalement, on veut se comparer au marché, mais la donnée n'est pas dans le CRM, alors ça ne se travaille pas très bien. Donc, c'est ça. Alors, les outils d'intelligence d'affaires vont faciliter la réponse à la question « Est-ce que ça va bien? » Parce qu'ils peuvent donner accès à toutes les données d'un seul coup, puis ils proposent un choix impressionnant de visualisation, en plus de pouvoir se connecter à des sources de données externes. Pour mesurer vos résultats, on a 3 exemples pour vous. Le premier, marketing. Dans une firme de génie civil, on veut monitorer les coûts par nouveau prospect. Alors, on effectue des campagnes, les campagnes génèrent des leads et on veut que les leads coûtent pas cher à générer. C'est comme ça que l'équipe veut mesurer ses résultats. Alors, ce qu'on voit ici dans le graphique, on voit les coûts de campagne avec le premier axe, puis on voit tous les mois, des fois il y a des campagnes, des fois il n'y a pas vraiment de campagne, c'est important de mettre ça en perspective. Et on voit aussi les coûts par nouveau lead. Ce qu'on voit, c'est en 2017, c'était 25 $ par nouveau lead, et en 2018, on est rendu à 10 $ par nouveau lead. Alors, on voit que le coût par nouveau lead a vraiment diminué, et quand on pose la question, est-ce que ça va bien? Ben oui, ça va bien, ça va mieux. Le deuxième graphique qu'on a à droite, c'est pour les ventes. Là, c'est une agence d'importation de vins spiritueux qui veut mesurer sa performance en regardant ses parts de marché. Alors, le graphique, comment il fonctionne? On va regarder en 2017, on est à 10% de parts de marché. L'objectif, c'est d'arriver en 2018 à 20% des parts de marché. On voit que ça évolue. On voit qu'il y a des données prévisionnelles là-dedans. Et on voit qu'on est en ligne pour l'atteindre. Dans tous les cas, pour aller chercher les données de marché, on était sur le site de Statistique Canada. Pour ce qui est des vins spiritueux, il y a toutes les données qu'on peut rêver sur ce marché-là existent là. Pour les autres industries, ben, il y a plusieurs autres sources de données externes qui sont intéressantes. Peut-être que vous connaissez le site internet statista.com. Donc ça donne accès à une quantité incroyable de données. Les universités aussi donnent souvent du contenu qui est souvent gratuit, comme le Harvard Business Review, c'est une sommité en stratégie ou en ressources humaines. Vous avez probablement des associations d'industrie aussi. Donc, vous prenez votre industrie, vous avez des associations qui fournissent beaucoup de bons contenus. Finalement, ceux que j'aime beaucoup regarder, c'est les firmes de recherche de marché, comme IBIS, vous connaissez peut-être Euromonitor, ou en TI, il y a Forrester qui est très fort. Alors, ce sont toutes des données qui aident à mesurer les résultats, puis à savoir si ça va bien. Maintenant, le défi numéro 4, mesurer vos résultats. Ah non, j'ai un autre graphique ici. Fait que ce qu'on voit, c'est pour un CEO, lui, ce qui va l'intéresser, c'est d'avoir toute l'information à un seul endroit. Puis Power BI, il y a une fonctionnalité de tableau de bord qui permet exactement d'avoir ça. Donc, pour un CEO d'une compagnie de médias, ce qu'on va recommander, c'est un tableau de bord équilibré qui présente tous les indicateurs clés de performance de chacun de ces secteurs au même endroit.
On voit qu'il y a des données, les indicateurs de marketing sont là, de vente sont là, de production et de finances qui sont là. Ce qui fait en sorte que pour un CEO, en regardant un endroit, il peut avoir à peu près toutes les réponses à toutes les questions importantes dans son organisation. Le défi numéro 5 maintenant. Améliorer l'adoption de votre CRM. C'est un enjeu dans 20% des CRM. Alors là, au fond, la question qu'on se pose, c'est comment convaincre les employés de partager leurs contacts et leurs opportunités dans le CRM? Comment les convaincre d'utiliser les outils de marketing automation, même si c'est plus compliqué que de l'envoyer par Outlook? Alors, j'ai identifié 2 méthodes. La méthode push est souvent utilisée afin d'augmenter l'adoption du CRM. Ça consiste à pousser les employés, parfois avec un bat de baseball rouge, à mieux contribuer au système. Les exécutifs se tannent vite de cette méthode-là parce qu'elle envoie un message négatif, l'efficacité est moyenne, puis quand la menace part, les employés reprennent généralement leurs mauvaises habitudes. La méthode pull, par contre, ça consiste à créer un incitatif pour que les employés contribuent au système. C'est symbolisé ici par un cœur, par du bacon en forme de cœur, pour lequel je serais prêt à faire beaucoup de choses, et peut-être vous aussi d'ailleurs. Les outils d'intelligence d'affaires permettent de créer un cercle vertueux où les employés découvrent leur intérêt à contribuer au système. La clé est souvent de créer un rapport qui sert de base de discussion entre l'employé et son patron. Si l'employé va avoir une bonne discussion, puis s'il veut avoir l'air bon, il y a intérêt à mettre des bonnes données dans le système. On peut aussi créer des rapports adaptés à chaque employé afin de les aider à prioriser leur temps et les aider à prendre des décisions. Donc, l'idée, c'est plus l'employé va adopter le CRM, plus il va avoir de bacon et plus il va adopter le système. On a 3 exemples intéressants pour vous pour ça. Le premier, je suis très content, c'est un qu'on utilise chez XRM. C'est dans un cadre opérationnel un peu plus. L'idée, c'est remplir la carte de temps, c'est crucial pour dans notre industrie de services conseil informatique parce qu'on vend notre temps. Il faut que notre carte de temps soit bien remplie. En même temps, la carte de temps, c'est toujours, tout le monde en remplit une et c'est jamais le moment excitant de notre journée. Dans tous les cas, on a essayé de gamifier notre manière de remplir la carte de temps. On écrit un tableau de bord sur lequel on fait apparaître tous les employés et sur lequel, au fond, chaque employé va se mériter un chaka, qui est une forme de pouce en l'air, mais plus cool parce que c'est plus cool. C'est notre inside. Chaque employé se mérite un chaka à chaque fois qu'il remplit correctement sa carte de temps. Alors, on voit ici, il y avait 8 jours qui ont été déroulés depuis le début du mois quand j'ai pris le snapshot. Puis on voit que certains en avaient 8, certains en avaient 7 et certains en avaient moins. Alors, on gamifie notre manière de faire les choses. L'autre exemple que j'ai, c'est de vente à droite. Un exemple de vente, c'est une compagnie d'aménagement paysager qui fait eux autres, au fond, ce qu'ils voulaient, c'est discuter des opportunités en équipe. Alors, dans l'exemple qu'on a ici, on a l'équipe de vente discute de leurs opportunités. Donc, on voit dans le futur, on voit que chacun des vendeurs a toujours 4 ou 5 opportunités qu'il est capable de closer par mois. On voit aussi que Kim, au mois de septembre, en a 9 à closer. Donc en ayant ce graphique-là comme support dans leur discussion, ils peuvent se poser la question, premièrement, est-ce que c'est réaliste d'en closer 9 au mois de septembre? Peut-être que oui, peut-être que non. Si la réponse est oui, c'est une belle opportunité pour Kim de demander de l'aide à son équipe pour y arriver. Alors, parce qu'ils ont le tableau de bord, ils ont une plateforme pour discuter en équipe. Donc, ça l'encourage à adopter le CRM. Le dernier exemple que j'ai, qui est très intéressant, ça c'était pour un projet qu'un gestionnaire de centre d'achat. Celui-là, c'est plus en mode opération, mais dans tous les cas, vous allez voir que c'est en lien avec des données de CRM. Ce qu'on voit ici, au fond, c'est afin de favoriser l'adoption du CRM par le gestionnaire. On lui a fait son rapport sur une tablette afin qu'il puisse le consulter en marchant dans son centre d'achat. Puis on a personnalisé les rapports. On a fait en sorte que les visualisations soient faites sur le vrai plan de son centre d'achat. Alors, ce gestionnaire-là, qui est un peu old school, se reconnaît plus en regardant son rapport. Donc, ce qu'on voit dans le rapport ici, on voit 2 étages de son centre d'achat. Ce qu'on voit aussi, c'est pour chacune des boutiques, une couleur qui est assignée. La couleur, c'est dans un des rapports, c'est est-ce que le client a payé son loyer du mois en date d'aujourd'hui, en date de maintenant. Puis dans un autre
Dans un autre, on pourrait voir aussi les dollars par pied carré. Fait que la couleur va changer dépendant du prix qui est payé par ce client-là. Ça l'aide à la planification d'un centre d'achat. Alors voilà. Fait que ça, c'était les 5 défis. On continue. Je voulais présenter ici que Power BI, c'est un des outils d'intelligence d'affaires qui est performant. Selon Gartner, qui est une firme de recherche TI et qui produit le Magic Quadrant sur les BI platforms, selon Gartner, Power BI, c'est une des applications les plus complètes et les plus innovantes sur le marché. On voit que dans le graphique, ça score en haut. On voit que Tableau n'est pas très loin. On voit que Qlik n'est pas très loin. Pour les gens qui utilisent Salesforce aussi, on voit que l'outil de reporting de Salesforce n'est pas très loin. Donc, on voit qu'il y en a plusieurs qui sont capables de faire le travail. Dans tous les cas, nous, nos critères de sélection, c'était les 4 suivants. Facilité d'utilisation. Donc, l'interface pour créer des rapports ressemble beaucoup à des tableaux croisés dynamiques dans Excel. Fait qu'on trouvait ça facile. L'intégration avec les autres applications Microsoft, fait que ça utilise l'AD, il y a certaines facilités avec Microsoft Dynamics aussi, ou avec Office 365. On a accès à beaucoup de supports, donc il y a des communautés de pratiques qui existent, il y a des vlogs qui existent, puis il y a beaucoup de documentation sur Internet. Puis finalement, ils font beaucoup d'innovations. À tous les mois, ils nous reviennent avec des nouveautés. Alors c'est ça. Je voulais profiter du webinaire pour faire une petite démonstration aussi. Alors, pour faire une petite démonstration, parce que dans la vie, on veut pas, pour citer Yvon Deschamps, on veut pas juste le savoir, on veut le voir. Alors, je vous y amène. Première chose que je voulais vous montrer, c'est le rapport qu'on voit ici. On reconnaît ce qu'on a vu ici pour prendre une décision, le CMO qui va prendre une décision basée sur l'état de santé de son pipeline de vente. Fait que ici, c'est un autre exemple, c'est le même exemple, mais sur une version qui est live. Version qui est live. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est à quel point c'est facile de faire du drill down dans les données. Alors, je vous présente le graphique ici, qui est la même chose que toutes les 3 autres. On avait un pipeline de 29 millions en date du 10 juin. Alors, c'est notre baseline. On voit qu'à chaque semaine qui se passe, il a diminué, il a augmenté, il a diminué, il a augmenté, il a augmenté. Dans tous les cas, aujourd'hui, on est à 29 millions. Ce qui est intéressant dans Power BI, c'est que c'est facile de drill down et d'aller chercher plus d'informations. Par exemple, si on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé le 24 juin? On clique sur le chiffre qui nous intéresse et soudainement, il y a un fil qui est effectué. Puis on voit que ce sont toutes ces compagnies-là qui ont augmenté et on voit qu'il y en a qui ont diminué. Fait que ça, c'est intéressant. Quelque chose d'autre de très intéressant, c'est pour ce qui est de l'équipe de vente, on voit qu'il y a toujours une probabilité. Si on commence à discuter avec un client, les probabilités sont faibles. Si on a envoyé une offre au client, si on propose une solution au client, les probabilités sont plus grandes qu'on signe avec eux autres. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté un petit bouton aussi qui permet d'avoir, 29 millions, c'est quand c'est non pondéré, weighted. Ensuite, on peut facilement cliquer. Une fois pondéré, le pipeline de vente ressemble à plus à 9.5. C'est un chiffre plus réaliste sur ce qu'on est capable de closer comme vente. Alors, je voulais vous présenter celui-là d'un premier temps. Je vais présenter celui-ci aussi dans un deuxième temps. Donc, on a vu tantôt toutes les activités effectuées par des clients. On a vu un exemple de commerce de détail pour améliorer l'expérience client. Dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer ici, c'est le graphique qu'on voit qui contient des données qui proviennent, ça peut être de plusieurs systèmes aussi, ça peut être de plusieurs systèmes. Dans tous les cas, ici, c'est vraiment plusieurs tables du CRM. On voit que les données de rendez-vous sont ici, CDI, ça c'est les infolettres. On voit que les échanges de courriels sont inclus ici. Tous les échanges de courriels entre un client et l'organisation sont enregistrés ici. Quand on crée un lead, il apparaît. Quand on les appels téléphoniques et les visites sur le site web. Donc, ce que je voulais vous montrer après, c'est qu'aussitôt qu'on a toutes les données à la même place et qu'on peut jouer avec, c'est facile ensuite de faire des filtres. Alors, mettons, si je vais avec une compagnie que je sais qui est là, qui s'appelle Trendit. Ce qu'on voit dedans, au fond, c'est la liste de toutes les activités réalisées, toutes les interactions qu'il y a eu entre Trendit et notre compagnie. Donc, ce qu'on voit,
Ici, la compagnie c'est Trendit, Abby D'Amico. En mai, le 16 mai, a été voir notre site web, a été voir une page. La page s'appelle le blog. C'est un blog, puis elle est restée 8 secondes. Alors, ça peut aider un représentant de vente à savoir, bon, mais qu'est-ce que le client sait, quels sont ses intérêts. On a vu les pages web que la personne a vues. Donc, on peut y faire référence quand on parle avec. On peut avoir une meilleure idée de c'est quoi les préférences de notre client. Quelque chose d'autre d'intéressant, si on parlait d'identifier des patterns d'activités. Alors, il est possible de sélectionner toutes les activités en lien avec un client. Par exemple, si on veut voir pour la compagnie Trendit, on veut voir à tous les moments où on a créé des leads avec cette compagnie-là. Et on veut voir aussi tous les courriels qui ont été échangés. Alors là, c'est là que ça permet de voir, bon, ben, il y a eu des échanges de courriels, on a créé un lead par la suite. Donc, ça permet de cette manière-là de détecter les patterns puis de mieux réagir. Donc voilà, ça fait un peu le tour de la démonstration que je voulais vous faire. On revient à la présentation. Ce que je vais faire après la rencontre, après le webinaire, je vais vous envoyer le lien vers vers Sales Insights ici. Donc, c'est une démo qui est accessible par tout le monde sur le web. Vous allez pouvoir aller jouer avec dedans puis avoir un look and feel de comment ça se passe dans le cadre de Power BI, de quoi ça a l'air et comment ça se travaille. Donc, voilà. Donc, ça fait le tour de ma partie. Je remets le micro à Jean-François. Merci, Joël. Alors, à titre de conclusion, vous avez vu la puissance d'un outil comme Microsoft Power BI. Comme tel, pour XRM Vision, on est un partenaire d'affaires qui est là pour vous aider dans l'élaboration de solutions à problématiques d'affaires. L'ADN de notre compagnie tourne autour de l'application Microsoft Dynamics CRM et l'expertise CRM que nous avons. Un projet CRM, typiquement, est un projet qui est appelé à être en constante évolution parce que la façon dont vous parlez à vos clients, vous communiquez avec vos clients change constamment. Alors, on a monté différents programmes pour être en mesure de vous assister et faire évoluer vos solutions. Et à l'intérieur de ça, bien, on peut commencer avec un CRM de base pour monitorer son interaction client. Puis après, bien, on peut avoir une évolution de ces besoins-là pour aller vers du marketing numérique. Alors, pour faire toute la gestion des campagnes d'envoi, de communication avec les différents types de clients, prospects que vous avez, le moment de leur parler, des différents profils à qui vous parlez, alors d'être en mesure de monter des campagnes cohérentes, puis on est en mesure de vous assister à avoir une pleine autonomie sur le contrôle de l'envoi de ces campagnes-là, de la génération des campagnes, mais aussi de l'assistance peut-être pour faire certains travaux, puis être une extension à votre département de marketing. Et idem pour ce qui est de l'intelligence d'affaires que vous avez vu ce matin. Alors, beaucoup des informations que vous avez vues étaient issues des informations qu'on prenait du CRM. Le CRM vient déjà avec différents rapports et outils analytiques, mais vous avez vu qu'avec un outil comme Power BI, on est en mesure de bonifier de beaucoup, de rendre cette information-là mobile, accessible de partout, et de la connecter avec des applications externes pour amener de la valeur additionnelle, alors entre autres des systèmes ERP. Alors, c'était le but de la présentation ce matin. Maintenant, à titre de conclusion, on aimerait ouvrir une période de questions afin de répondre à certaines des questions. Et si on veut vraiment finir à 11h45, donc il nous reste 5 minutes, et s'il y a d'autres questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre, on pourra y répondre et vous envoyer le tout par courriel. Alors, dans l'outil de présentation, vous avez une section de questions, donc vous pouvez saisir quelques-unes des questions et moi je vais les lire. Joël va se faire un plaisir d'y répondre. On va laisser les gens rentrer graduellement leurs questions. Alors, il y a une première question de la part de Robert.
En quoi Power BI se différencie des tableaux de bord de Dynamics CRM ou encore les rapports Dynamics Excel? Oui, alors pour répondre à ça, je vais revenir à la première slide que j'ai présentée dans le cadre de la présentation. On y arrive. Bum, 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 bum. Donc, la grosse différence, au fond, c'est les outils comme Power BI, ici, sont beaucoup plus sophistiqués que les rapports de Excel parce qu'ils vont être capables de gérer, ils vont être capables de partager les rapports automatiquement. On peut configurer de la sécurité sur powerbi.com et par la suite, les rapports vont pouvoir être vus par les bonnes personnes. Ils vont être capables de se mettre à jour tout seul. Alors, Excel ne sera jamais capable de se mettre à jour tout seul. Ils vont être capables de se mettre à jour tout seul. Puis, ils vont se connecter directement aux données. Souvent, quand on travaille avec Excel, il faut aller les chercher, faire du copier-coller. Par rapport à SSRS, alors on est capable de faire beaucoup de choses avec SSRS, probablement essentiellement les mêmes choses. La seule différence, c'est probablement la flexibilité. SSRS, on a besoin d'avoir un programmeur informatique qui nous aide à faire le rapport. Tandis que Power BI, si le modèle de données est existant, c'est quand même assez facile pour un utilisateur de bâtir lui-même ses rapports. Fait que voilà, c'est la différence. Excellent, merci Joël. Là, les questions commencent à arriver. Une autre question de Catherine. Est-ce que Power BI fait partie de la suite Office 365? Power BI ne fait pas partie de la suite Office 365. On n'a pas besoin d'avoir un environnement full Microsoft pour utiliser Power BI. Un des requis qu'il y a par contre, c'est d'avoir l'AD. L'AD, c'est l'Active Directory. C'est juste l'endroit où c'est un composant qui gère la sécurité. Donc, c'est le seul requis. Mais pour le restant, on n'a pas besoin d'avoir Office 365. On n'a pas besoin d'avoir le CRM Dynamics non plus. Ça peut être avec n'importe quelle application. Excellent. J'ai une autre question de Jacques. Est-ce que les rapports Power BI peuvent être intégrés à même les tableaux de bord Dynamics CRM? La réponse est oui. La réponse est oui. C'est un service qui est offert par Power BI. Donc, il y a plusieurs manières de consommer Power BI. On peut le consommer sur l'ordinateur, dans le cadre du site powerbi.com. Il y a aussi Power BI Desktop, mais ça, c'est plus un outil pour créer des rapports. On peut le consommer sur notre tablette. Il y a une application Power BI pour tablette, téléphone. Puis finalement, il y a la dernière application qui a été mise à jour, c'est quand même assez nouveau, c'est on peut intégrer les rapports de Power BI dans le CRM. Donc, dans le cadre d'une boîte iFrame, on peut ajouter le rapport Power BI. Le modèle de facturation est différent, donc plutôt que de payer par utilisateur, comme c'est le cas pour à peu près pour toutes les autres, sauf Premium. En tout cas, on ne va pas dans le détail, là, mais au lieu de facturer par utilisateur, on va facturer un montant mensuel et on va facturer selon la force selon la quantité de RAM qu'on veut que les rapports utilisent. Parfait. C'est un montant fixe plutôt variable. Parfait. Excellent. Alors, Joël, si tu peux nous amener à la dernière slide, parce qu'on arrive à la conclusion. En fait, on vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé ce matin. Comme tel, vous allez recevoir un courriel demain qui va vous donner des hyperliens sur, entre autres, la vidéo de la conférence, pour ceux qui veulent le réécouter ou le faire écouter à des collègues. Ensuite, il va y avoir un petit sondage. On cherche toujours à s'améliorer puis avoir un contenu pertinent, donc vous pourrez répondre. Et aussi, il va y avoir l'hyperlien dont mentionnait Joël sur le petit environnement de démo. Alors, vous pourrez aller jouer avec et voir la flexibilité. Ce sont des exemples. Alors, mais comme vous avez pu voir, là, ça s'adapte aux besoins de l'entreprise. Et finalement, il va y avoir aussi, on va mettre la liste des questions. Il y en a certains qu'on n'a pas pu poser là, comme tel. Alors, on va mettre la liste des questions avec les réponses et vous pourrez y avoir accès. Et à ça, nous restons disponibles à aller vous rencontrer pour discuter de vos différents projets, que ce soit à titre informatif ou par rapport à un projet potentiel, CRM, marketing et d'intelligence d'affaires. Donc, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Merci encore pour le temps accordé
et bonne fin de journée.